Bonsoir à tous, vous avez choisi la première. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. Prolifération des cerfs et des cochons sauvages dans les milieux endémiques. De nouvelles méthodes sont élaborées, des méthodes inspirées de nos voisins néo-zélandais. Pour en parler, nous recevons ce soir Patrick Barrière, responsable du pôle espèces envahissantes au Conservatoire des espaces naturels. La chasse comme solution au problème de prolifération des cerfs et des cochons sauvages. C'est en tout cas la certitude du Conservatoire des espaces naturels qui vient d'organiser une nouvelle session de formation à la régulation de ces espèces dites envahissantes. Et c'est une première. Une trentaine de chasseurs ont ainsi découvert de nouvelles méthodes de chasse pour pouvoir gérer la faune. Vous voyez ce reportage réalisé dans les vallées de Pierrat. Il est signé Nathan Poauteta. Ah super, en plein dedans. Un tir parfait pour Vincent et Samuel, désormais opérateurs de régulation et non plus chasseurs. Travailler à deux, utiliser un GPS, se repérer dans la brousse, pister et identifier les nuisibles, la formation se veut ambitieuse. L'objectif de cette formation, c'est de former des opérateurs de régulation qui vont opérer sur des zones spécifiques, c'est-à-dire en forêt humide, pour justement réguler les deux espèces, le cerf et le cochon, qui sont classés en priorité numéro 1 au niveau du Conservatoire d'espaces naturels, et également permettre aussi à long terme de préserver notre environnement. Financé par l'Union européenne et l'Agence rurale, le Conservatoire, avec le programme Protège, veut se mettre au niveau quant à la régulation des nuisibles. La Nouvelle-Zélande fait partie de ces exemples en termes d'efficacité, notamment par l'utilisation de lunettes thermiques. On peut donc être capable de voir des animaux, y compris à grande distance, et donc de bien plus loin qu'avec des techniques traditionnelles comme le projecteur ou la chasse en plein jour. On peut donc identifier les animaux et mieux les cibler, et surtout de manière plus stratégique. Traduit en simultané, la formation inédite est un retour d'expérience loin de se limiter à la simple utilisation d'armes. L'idée, c'est aussi d'améliorer ses compétences en tant que chasseur pour être mieux à même de repérer les animaux, les trouver, et en ayant accès à plus de compétences, je pense qu'il y aura de bien meilleurs résultats. À la sortie, ce sont une trentaine d'opérateurs qualifiés qui sillonneront les reliefs du pays. Une formation en Nouvelle-Zélande à la chasse héliportée devrait se tenir courant 2023. Et l'invité de ce journal est Patrick Barrière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle espèces envahissantes au Conservatoire des espaces naturels. Alors ce problème d'espèces envahissantes n'est pas nouveau en Calédonie, mais c'est une première fois que des moyens nouveaux sont mis en place. En quoi la méthode néo-zélandaise peut-elle fonctionner en Calédonie ? Finalement, les deux pays ne sont pas tellement différents en termes de paysage. Évidemment, nous avons des forêts tropicales et ils ont des forêts majoritairement tempérées, mais ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire que dans des zones très reculées, très difficiles d'accès, où la chasse est très difficile, clairement, la chasse ne suffit pas et parfois même, elle est inexistante. Et les cerfs sont dans ces zones-là hors de contrôle. C'est le cas notamment en tête de bassin versant, dans la chaîne centrale, ce que les vieux appellent l'éponge, qui régule la ressource en eau. C'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, elle absorbe l'eau et elle alimente les nappes souterraines. Et quand il arrête de pleuvoir, cette éponge, normalement, elle restitue l'eau dans les criques. Et l'eau, normalement, il devrait y en avoir en toute période. Malheureusement, et vous le savez très bien, aujourd'hui, cette éponge-là est en panne et c'est majoritairement lié aux cerfs qui, encore une fois, sont hors de contrôle dans des zones où personne ne chasse. Des dégâts, oui, très importants sur l'environnement. Mais d'autres opérations ont été menées ces dernières années. Vous avez d'ailleurs été à l'origine de la prime à la mâchoire dans les années 2000, une opération qui consistait à encourager les chasseurs à tuer plus de cerfs. Quel bilan vous tirez de cette opération-là? Est-ce que c'était un échec? Alors non, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas eu que la prime à la mâchoire, il y a aussi la prime à la capture, il y a eu aussi les actions de régulation dans des aires protégées
par les chasseurs et avec la coordination de la Fédération de la faune et de la chasse. Tout ça d'ailleurs continue. Pour répondre à votre question concernant l'opération mâchoire, elle avait pour vocation de bien faire comprendre aux chasseurs de mieux prélever, de mieux réguler, et ça veut dire notamment prélever majoritairement des femelles et des femmes. Et je pense qu'une majorité des chasseurs l'ont bien compris. C'est d'ailleurs la différence, avec la chasse de loisirs. Absolument. Classique. La régulation, c'est avant tout réguler le moins possible, réduire la taille de la population, mais en ciblant précisément des individus, c'est le cas des femelles et des femmes. L'autre vertu de l'opération mâchoire était de localiser, entre guillemets, les points rouges sur la Grande Terre, les zones où les concentrations de cerfs et les impacts sont les plus importants. Et malheureusement, les points rouges sont dans les zones où l'intervention des chasseurs ou même de l'opération mâchoire est quasiment inexistante, voire très très faible. Donc 10 zones prioritaires dans la suite de cette opération étaient identifiées dans la chaîne centrale pour ouvrir une nouvelle ère de régulation à la Nouvelle-Calédonie. Et après 13 ans d'action dans des zones faciles d'accès, notamment au bénéfice des éleveurs et des agriculteurs, s'attaquer désormais aux sources de la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les forêts humides en tête de bassin versant, pour évidemment les sauvegarder, parce qu'elles sont en péril, le mot n'est pas trop fort, et surtout pour sauver aussi une ressource vitale pour tout le monde, la ressource en eau. Et alors cette nouvelle stratégie qui est mise en place aujourd'hui avec ces opérateurs de régulation, combien coûte-t-elle cette stratégie? On sait qu'elle est financée dans le cadre du projet Protège, c'est ça. En termes de chiffres. Alors le projet Protège, c'est 440 millions sur 4 voire 5 ans, parce qu'il y a eu une prolongation du fait de l'épisode Covid. 440 millions, c'est à la fois de la concertation étroite avec les gens de la zone et notamment les tribus des zones d'intervention. C'est évidemment des formations, de la mise à disposition de pièges à cochons pour régler aussi les problèmes qui sont proches de la tribu et au niveau des champs. C'est de la régulation participative avec des chasseurs et notamment la Fédération de la faune et de la chasse qui mène des actions avec les gens des tribus dans les zones encore assez faciles d'accès. En revanche, dans les zones les plus éloignées, eh bien là on ne parle plus de chasse, ni même de chasse participative, mais bien de régulation ciblée. C'est à la fois de la régulation au sol, avec la trentaine de futurs opérateurs de régulation, et in fine, ce sera aussi des actions de régulation héliportée, parce que c'est la méthode à la fois la plus efficace et paradoxalement la moins coûteuse, dans les zones évidemment ouvertes, donc autour des massifs forestiers, dans les zones de savane. Alors justement, très rapidement, Patrick Barrière, ces régulateurs là, professionnels, comment est-ce que ça va se mettre en place? Comment ça va fonctionner? Où est-ce qu'ils vont intervenir? Comment? À pied? Est-ce qu'ils vont devoir tuer combien? Alors, l'objectif de régulation n'est pas en termes de nombre de cerfs. La gestion ne passe pas par là. Le curseur, c'est cibler les femelles et les fans et d'observer parallèlement l'état du sous-bois et son évolution. Et en fait, l'objectif n'est pas d'éradiquer, c'est bien de réduire la taille de la population jusqu'à un niveau où la forêt, de nouveau, pourra se régénérer, et notamment les espèces patrimoniales comme les kaoris, les fougères royales et les fougères arborescentes. Donc, au-delà du tir, les opérateurs ont une mission importante de recueil d'informations pour, au-delà du tir, produire des éléments de gestion. Eh bien, merci d'être venu ce soir sur notre plateau pour nous parler de ce projet, de cette nouvelle stratégie. Avec plaisir.